Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Nous sommes le jeudi 28 septembre. Les titres de cette édition. C'est dans un an, la Ryder Cup 2018 se tiendra au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Et avant d'accueillir la Coupe du Monde de golf, le site reçoit le Paris Legends Championship. C'est jusqu'à samedi, compétition qui regroupe des légendes de la discipline. Interview sur place au début de cette édition. Ils sont jugés inefficaces et trop coûteux. Le gouvernement a annoncé cet été la baisse des contrats aidés, un dispositif utilisé par les associations et collectivités locales, comme le Conseil départemental des Yvelines, qui s'inquiète de cette mesure. Et puis l'Antiprince des villes, c'est le titre de ce recueil de poésie tout récemment publié par un Saint-Quentinois, Tristan Sinaud. Moments de vie, déclarations d'amour et engagement sont à découvrir en vers. On en parle avec lui à la fin de ce journal. Et direction tout de suite le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Alors ce n'est pas encore pour la Ryder Cup, l'événement mondial c'est dans tout juste un an. Jusqu'à samedi, le site accueille une étape de l'European Senior Tour, c'est le Paris Legends Championship. Bonsoir Michael Elmidoro, vous êtes sur place. La compétition permet... 54 légendes du golf mondial, ajoutez à cela le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines qui accueillera la Ryder Cup dans tout juste un an et vous obtenez la deuxième édition du Paris Legends Championships pour nous parler de ce rendez-vous qui attire les meilleurs golfeurs de 50 ans et plus. Je suis avec l'un des golfeurs, Roger Sabaros, qui a participé du coup à ce premier tour aujourd'hui. Oui. Comment s'est passée cette première journée, Roger ? Écoutez, plutôt pas mal. Il a fait un temps plutôt correct. Et puis en plus, j'avais une partie assez exceptionnelle puisque je jouais avec John Daly et puis Mary Lane. Voilà, c'est l'équipe qui font partie de l'équipe Pitch and Play, voilà, et qui est organisée par Pierre-Antoine Mussu et Alexis Sirkowski, et c'est un très très beau tournoi. En plus, jouer au national sur ce parcours, comme vous l'avez dit, va recevoir la Ryder Cup. Le parcours était fantastique. Les ouvriers font un travail énorme. Il s'est déjà amélioré énorme par rapport à l'année dernière. Et je pense que l'année prochaine, ça va être fantastique pour ce tournoi qui est la Ryder Cup, qui va arriver incessamment sous peu. Vous sentez vraiment une vraie évolution par rapport à l'année dernière, qui était la première édition du coup. Est-ce que vous sentez que le tournoi monte en puissance ? Oui, il monte en puissance parce que d'abord, je crois que le promoteur Alexis Sirkowski et son équipe font énormément pour justement que ça se passe très très bien, surtout pour nous, pour les joueurs. Et puis il y a eu 2 programmes juste avant, le Rolex et le Renault, qui s'est très très bien passé. Et les joueurs sont ravis, parce que moi je discute un peu avec, et ils sont ravis de venir ici. Ils trouvent le parcours fantastique et ils se battent même pour venir parce qu'on est très très bien accueillis. Et le parcours nous donne tout le bonheur de pouvoir faire très bien ou moins bien, mais bon, ça c'est autre chose, c'est le golf. On ne parlera pas de votre score aujourd'hui qui est de +5, il est juste derrière nous. Oui, +5, bon, ouais, alors c'est vrai que je fais plutôt partie de la feuille, du bas de la feuille, mais bon, comme je dis de temps en temps, j'ai l'avenir devant moi quand je me retourne, donc ça c'est pas très grave, mais je passe un très bon moment. Le parcours est très exigeant, donc je me suis planté sur 2 trous, mais bon, peu importe, j'ai fait une super partie avec ces deux personnages immenses, et puis il y en a plein d'autres, comme Paul Brothers qui est en tête, là, à -7, et c'est un score extraordinaire. Voilà, je pense que tout le monde joue le jeu et tout le monde est très très compétitif, même si on a plus de 50 ans, comme tu viens de le dire, Michael. donc nous sommes à un an de la Ryder Cup qui sera organisée ici sur le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous avez hâte de la voir, cette Ryder Cup ici à Saint-Quentin en Yvelines ? Ah oui, bien sûr, c'est fantastique pour nous. Je vois que la Fédé et Pascal Grisot ont fait un gros boulot pour l'avoir et c'est fantastique. Voilà, on espère, et moi j'espère qu'on aura voire pourquoi pas 2 Français qui participera. Mais cela dit, ça va être un gros coup de boost pour le golf français, je l'espère. Vous chauffez les parcours pendant ces 3 jours de compétition. Vous chauffez le parcours. Oui, on chauffe le parcours, oui. On le chauffe, on fait les traces comme diraient les skieurs, voilà, on prépare. Mais bon, je pense qu'on jouera pas les mêmes coups que les meilleurs joueurs mondiaux vont jouer dans un an. Ouais. Merci beaucoup Roger Sabaros et bon courage pour demain. Je le rappelle, le Paris Legends Championship, c'est jusqu'à ce samedi sur le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Michael, profitez bien de ce beau plateau. On a été coupé au début de cet entretien. Je rappelle qu'il regroupe d'anciens grands noms de la discipline. Opération recrutement à Saint-Quentin en Yvelines. La police nationale était présente toute la journée sur l'esplanade de la gare où passent chaque jour plus de 70 000 personnes. Objectif, informer et recueillir de potentielles candidatures. 3 à 4 000 gardiens de la paix seront embauchés prochainement sur concours. Recherche de profils qualifiés donc, mais pas que. Propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude.
On a constamment besoin de personnel et on propose également pour des jeunes qui sont un peu moins qualifiés, qui n'ont pas le bac ou qui ont peu de diplômes, la possibilité de rentrer chez nous par un autre accès. Ce sont les adjoints de sécurité, sans condition de diplôme, mais bien sûr avec les qualités requises pour être fonctionnaire de police. 25,5%, ce sera le pourcentage de la population yvelinoise âgée de plus de 60 ans en 2040. Importance donc que des lieux d'accueil de seniors subsistent. Une convention de partenariat vient d'être signée à Saint-Quentin en Yvelines. Elle va garantir une deuxième vie au Mérentais. Le site du Mérentais a manié les hameaux. Il accompagne des personnes dépendantes. Les précisions de Mélanie Poquet. Après les difficultés financières de Gérondicap, l'avenir s'est éclairci au Mérentais. Une convention vient d'être signée entre l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et l'association pour l'insertion, l'éducation et les soins. Saint-Quentin a fait tout l'investissement nécessaire sur ce bassin bâtiment. Maintenant, loue ces bâtiments à un prix attractif, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est 100 € du mètre carré par rapport à 166 € sur le marché. Et puis va aider aussi au démarrage de ça, dans le financement. On investit, c'est-à-dire que par exemple il faut remettre aux normes à la cuisine, c'est la communauté d'agglo qui va le faire. Et puis après on va donner 30 000 € au départ, puis 20 000, puis 10 000. Un financement sur 3 ans avant que le domaine devienne autonome financièrement. Le Mérentais aide depuis 2010 des personnes dépendantes. Accueil de jour, aide à domicile ou encore accueil des malades d'Alzheimer. Une dizaine de partenaires vont travailler ensemble. Et là, on a absolument tout ce qui peut se faire et tout ce qui peut prendre en charge le vieillissement, tout ce qui peut aider à une meilleure prise en charge du vieillissement. Donc je pense que là, c'est vital. La mutualisation, le transfert de compétences, transfert d'informations, d'expertise, c'est ce qui fera l'avenir, quoi. Une école d'ergothérapie doit ouvrir en septembre 2018. 90 étudiants seront attendus. 300 personnes devraient être accueillies d'ici 3 ans. Cela a créé un tollé. Cet été, le gouvernement a annoncé la baisse des contrats aidés car jugés inefficaces et coûteux. Et les collectivités territoriales utilisent pourtant ce dispositif pour embaucher. C'est le cas du service Espace Vert du département des Yvelines qui est inquiet de cette décision. Nicolas Dandry et Axel Dobel. À cet endroit-là, nous avons des fraisiers, des framboisiers, des groseilliers et même des cassissiers. À 56 ans, Bernadette Desbordes s'occupe du potager biologique du domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Agent immobilière, elle décide de se reconvertir dans l'horticulture. Après une formation au CHEP, elle signe un contrat aidé en janvier 2017 avec le conseil départemental. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait arrêter une disposition comme celle-là, parce qu'elle a quand même contribué à ramener sur le marché du travail beaucoup de personnes que l'on croyait perdues. Entre 2016 et 2017, plus de 700 contrats aidés ont été signés par le département. Plusieurs postes dans les collèges, au service Espace Vert ou dans les services administratifs. Ce type de contrat, c'est 20 heures de travail, 6 heures de formation. Un dispositif devant permettre aux bénéficiaires du RSA un retour à l'emploi. L'intérêt, c'était aussi de les former et d'avoir une formation qualifiante et si possible une formation diplômante. Ce qui fait qu'à la fin de son contrat, avec l'accompagnement qu'Activity pouvait faire, ça permettait à ces gens-là de retrouver soit un emploi, soit de retrouver une formation peut-être plus performante qui correspond à leur vrai projet professionnel. Pour un contrat aidé, la charge financière mensuelle du département s'élève à 490 €. Pour l'État, elle représente entre 300 et 400 € par mois. Le gouvernement voulant supprimer ce dispositif, les collectivités devraient compenser la participation budgétaire de l'État. Ensuite, dire que ça coûte cher, oui, incontestablement. Mais ça ne pourra pas être porté par les collectivités si, parallèlement, on continue à retirer de l'argent aux collectivités. En 2016, les Yvelines estiment avoir enregistré une baisse de 9% des bénéficiaires du RSA grâce aux contrats aidés. Et pour être complet sur cette thématique des contrats aidés, je vous propose tout de suite d'écouter l'interview de Florence Grandjus, députée LREM de la 12e circonscription des Yvelines. En ce qui concerne également le parcours de formation, qui doit être en principe dans un contrat aidé, il n'y a que 23% des bénéficiaires de contrats aidés qui bénéficient d'actions et d'heures de formation. Donc notre objectif, il est de maintenir les contrats aidés pour les publics et les secteurs prioritaires, mais d'investir dans le développement des compétences. Et on a un grand plan d'investissement sur les compétences avec 1 milliard d'euros dès 2018.
Depuis 1974, il coordonne et anime les 30 bureaux et points d'information jeunesse des Yvelines. En octobre, Yvelines Information Jeunesse vous propose de trouver votre service civique. 3 événements majeurs sont organisés à travers le territoire. Bonsoir Laurence Cousin. Bonsoir. Directrice d'Yvelines Information Jeunesse, vous organisez donc ces services civiques dating sur 3 jeudis du mois, le 5 octobre à Aubergenville, le 12 octobre à Maurepas et le 19 octobre à Poissy. On va en parler dans un instant, mais d'abord peut-être représentons le service civique. C'est avant tout un engagement qui est volontaire. Exactement, donc ce n'est pas un emploi, vous faites bien de le préciser. Donc on est sur un engagement volontaire qui s'adresse à des jeunes entre 16 et 25 ans, voire des jeunes qui peuvent avoir 30 ans s'ils sont en situation de handicap, qui s'engagent sur une mission d'intérêt général. Et quel organisme peut proposer des services civiques? Sur quel domaine on peut faire son service civique? Alors, quels organismes? Des services de l'État, collectivités territoriales, fondations, associations, j'en oublie peut-être, mais en tout cas, voilà, il y a de nombreux organismes qui peuvent effectivement faire appel à des volontaires en service civique. Et les jeunes, pour ce service civique, perçoivent une indemnité, c'est ça? Alors, oui, bien sûr, ils perçoivent une indemnité qui s'élève à 580 € par mois, qui peut être majorée pour les boursiers échelon 5 et pour les personnes en situation de handicap qui gardent leurs indemnités en parallèle. Alors vous organisez ces services civiques dating sur les 3 jeudis du mois d'octobre, donc le 5 octobre à Aubergenville, le 12 à Maurepas et le 19 à Poissy. Quel est le principe de cet événement? Quels sont finalement les objectifs derrière cette opération? Alors déjà, c'est vrai que c'est un événement d'ampleur départementale, c'est pour ça qu'on l'a décliné sur 3 bassins pour qu'il y ait une accessibilité aux jeunes. À tous les Yvelinois. Tous les jeunes Yvelinois, exactement. Qu'on n'est pas seul, hein. Bien sûr, on est en étroite collaboration avec la direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines, qui sera de toute façon sur les 3 bassins, sur les 3 dates. Et puis on est aussi avec l'ensemble de notre réseau, donc ça c'est vraiment une première aussi pour nous, avec les 30 bureaux et points formation jeunesse du département des Yvelines. Donc on travaille tous ensemble pour que ce soit donc un succès sur ces 3 dates. Alors l'idée, c'est de faciliter les rencontres entre les organismes qui proposent du service civique et les jeunes. Alors le dating, c'est exactement ça, c'est vraiment la valeur ajoutée, puisque tout au long de l'année, dans le réseau information jeunesse, bien sûr, on peut les informer, les accompagner pour qu'ils trouvent la mission qui leur corresponde. Là, l'intérêt, c'est qu'ils aient directement les recruteurs sur place et qu'ils puissent partir. L'objectif, c'est un jeune, une mission, et qu'ils repartent avec la mission de leur rêve. Et qu'est-ce qu'on pourra trouver concrètement sur place? Quel type de mission? Alors les thématiques en termes d'engagement, c'est vraiment vaste. Ça peut être aussi bien d'éducation, culture, loisirs, santé. On a quoi d'autre? Des clubs de sport. Je vais certaines mobilités thématiques. Ça peut être aussi développer le numérique. Enfin, il y a vraiment. Mais du concret, oui, à trouver sur place. Même notre réseau Information Jeunesse recrute aussi des jeunes en service civique. Donc, il y a Vélizy-Villacoublay, le Bige et le Bige de Montigny-le-Bretonneux qui recherchent des jeunes volontaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner, même en amont. Le réseau accompagne en amont, donc avant le 5, le 12 ou le 19. Les jeunes peuvent se rapprocher du réseau Information Jeunesse pour vraiment cibler leur mission et trouver le jour J la structure et la mission qui leur conviennent. Question plus pratique pour terminer, est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable pour participer à ce service civique dating? Non, les organismes on les connaît, donc on a à peu près entre 10 et 15 structures par bassin sur chaque date. Ça représente à peu près 200 missions en tout qui seront proposées. Les jeunes viennent librement de 14h, la fermeture c'est 18h30. D'accord. L'idée c'est qu'ils viennent nombreux bien sûr. Et on développera également l'engagement et la mobilité européenne, puisqu'on a des labels européens avec notamment le Centre Information Europe Direct que l'on représente, un label de la Commission européenne. Donc éventuellement, on pourra aussi élargir les types d'engagement sur une mobilité européenne. Et 3 dates proposées par Yvelines Information Jeunesse, le 5 octobre à la Maison des associations d'Aubergenville, le 12 octobre au Café de la Plage à Maurepas, ainsi que le 19 octobre à la Source à Poissy. Merci Laurence Cousin d'avoir été avec nous. Et directrice d'Yvelines Information Jeunesse. Et pour plus d'informations sur ces services civiques dating, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. C'était notre dossier de la semaine, fil rouge consacré au logement étudiant. Dernier reportage ce soir sur les offres publiques et privées de logements en résidence universitaire. Comparaison sur les prix, les services proposés sur 2 sites de Saint-Quentin en Yvelines. C'est avec Nicolas Dandry. Bonjour Léa, ça va? Bienvenue chez Léa Pierre-Marie. Cette étudiante en licence administration économique et sociale est installée à la résidence Vauban du Crous à Guyancourt. Un studio T1 meublé loué à plus de 400 €. Le loyer est très abordable.
Et donc voilà, donc là c'est ma salle à vivre, ma salle de bain. Les équipements qui vous sont proposés correspondaient-ils du coup à vos attentes? Alors oui, je suis étudiante donc j'avais pas besoin de grand chose, c'était juste mon lit, un bureau, voilà. Ouverte en 1995, la résidence Vauban comporte 132 chambres, des studios T1 entre 402 et 409 euros, des T1 bis en colocation entre 329 et 332 euros, enfin des T2 à 516 euros. Il y a aussi une salle commune et une laverie. Nos missions fondamentales, c'est d'appuyer l'étudiant dans la réussite de ses études par le biais de tarifs sociaux et aussi être des facilitateurs du rôle social, de son brouillon de rôle social. Accompagner les étudiants à organiser des soirées, mettre en place des lieux de rencontre au sein de la résidence pour créer une mixité sociale. C'est une volonté forte du directeur du Crous de Versailles et de faire vivre ces résidences. Pas seulement des lieux de vie, mais aussi des lieux de socialisation. Autre solution pour se loger, se tourner vers le parc privé, avec notamment la résidence Daniel Morellon. Espacil, filiale du groupe Action Logement, est spécialisée dans le logement social. Elle est propriétaire et gestionnaire de ses 154 logements, des T1 entre 400 et 500 euros, des T1 bis à 580 euros, des T2 à 820 euros. Alors là, nous sommes dans un T1 bis, donc de 36 mètres carrés. Le loyer est de 587 euros. Vous avez ici dans le T1 bis un espace kitchenette, donc avec frigo, meubles sous évier et plaque de cuisson, donc assez fonctionnel pour cuisiner. Là, ouverte le 1er septembre 2016, cette résidence vise un public particulier, les doctorants. Et il s'est avéré qu'au bout de quelques mois, c'était un public qui n'était pas facile à capter. Donc on s'est orienté en début d'année sur un public complémentaire que nous autorisaient d'ailleurs les diverses conventions, c'est-à-dire des étudiants. Une laverie, une salle de travail et une salle commune. Les gestionnaires ont un budget pour organiser des soirées. En 2017, 5 résidences étudiantes ont été livrées à Saint-Quentin en Yvelines. À Guyancourt, il continue de pousser. Les jardins familiaux comptent désormais 31 nouvelles parcelles. Elles ont été inaugurées le week-end dernier. Avec cette extension, l'association des jardins répond à une importante demande des personnes à la main verte. Patrick Jacques de Dixmude et Léa Rège. Samedi 23 septembre, les jardins familiaux de Guyancourt se sont agrandis. Il s'agit là de l'inauguration de l'extension des jardins familiaux de Guyancourt, avec 31 nouvelles parcelles qui ont été mises à côté des jardins existants et qui donc permettent de pérenniser cette installation et d'offrir au plus grand nombre. Officiellement louées depuis juin dernier, ces nouvelles parcelles de 170 à 200 mètres carrés vont permettre aux locataires de laisser libre cours à leur créativité de jardinier en herbe. Je demande conseil aux anciens qui me donnent pas mal de conseils. Il faut planter ça à telle période, ça à telle période et voilà quoi. Bon là je me suis lancé déjà dans la salade. Alors, vous avez les salades. Bah ça, je réussis très bien les salades. Par contre les choux, je me suis fait manger les choux par les oiseaux et j'aurais dû les recouvrir. Voilà. L'association des jardins familiaux de Guyancourt compte aujourd'hui 91 membres pour le plus grand plaisir de son président. Nous, ce qu'on aime justement, c'est le contact, voir tous les membres de l'association se croiser, pouvoir discuter. Bêchés, butés, chouchoutés, les jardins sont loin de lasser les foules puisque déjà 25 personnes sont sur liste d'attente. Lui aussi a grandi à Guyancourt. On accueille sur ce plateau Tristan Sino. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc un Saint-Quentinois de 25 ans. Vous publiez chez Édilivre L'Antiprince des villes. C'est un recueil d'une vingtaine de poésies qui retrace des moments de vie. Vous y parlez de votre naissance, votre famille, de l'amour, de votre homosexualité, aussi des textes engagés. On va y venir. La lecture, l'écriture, vous avez toujours animé. Vous avez participé à la création d'un journal étudiant. Vous écrivez également sur le Trapiblog qui donne la parole aux jeunes du territoire. Pourquoi sauter le pas de publier votre premier ouvrage ? J'avais envie d'être lu. J'écrivais depuis un moment. J'ai commencé à écrire dans mon adolescence. C'est un moment où on a tous des choses qui bouillonnent en nous, des choses qui nous enragent, qui nous font souffrir ou qui nous font sourire. Qui marquent aussi. Et qui marquent.
Et pour moi, l'écriture a été un moyen de les exprimer efficacement. Et pourquoi choisir le moyen de la poésie, justement, pour Parce mettre en écriture? C'est un format avec lequel je suis à l'aise, qui permet de dire les choses assez subtilement et d'imager un peu, plutôt que d'aller directement au but. Alors avant de rentrer dans le détail, le titre, l'Anti-Prince des villes, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Alors l'Anti-Prince des villes... Il n'y a pas de référence au prince de Machiavel, non? Non, mais il y a une référence avec Tristan, de Tristan et Isolde. D'accord. On m'a souvent gratifié de prince en me demandant alors ton Isolde, ta Isolde, est-ce que tu l'as trouvé ou pas? D'accord. Et en fait, je suis pas du tout comme le prince Tristan de la légende. Et puis des villes, parce que je vis en ville, et pas dans un palais. Alors, vous parlez dans cet ouvrage de moments de vie, vous parlez de la famille, du bonheur, mais aussi d'épisodes douloureux comme votre naissance prématurée. D'ailleurs, il y a une petite anecdote à ce sujet. Oui. Vous parlez dans la poésie... c'est Entretien avec Enzo, non? C'est Confidence à Enzo, j'avais perdu le titre. Vous inventez en fait un frère jumeau, c'est ça? Vous inventez un frère jumeau? Alors en fait, je suis né prématurément, et ma mère m'avait raconté quand j'étais petit que j'ai failli avoir un frère jumeau. D'accord. Qui avait tout, qui était prévu pour accueillir un deuxième bébé dans le ventre, mais il n'y avait pas le bébé. Et donc cette idée m'avait séduit. Et dans un moment où je me sentais un peu seul et pas très intéressant, j'ai raconté à un ami qui s'appelait Enzo que j'avais eu un frère jumeau qui est décédé à la naissance. Donc ça permettait d'être un peu plus intéressant et de tirer un peu plus l'attention des autres. Voilà. Alors vous parlez de votre famille, c'est aussi important pour vous de peut-être rendre hommage à votre famille? Oui, à certaines personnes tout particulièrement, des gens qui sont partis un peu trop tôt et des gens qui m'ont donné un coup de pouce dans la vie. Alors dans l'Anti-Prince des villes, vous parlez aussi de votre homosexualité, notamment dans la poésie Lui dire, où vous parlez d'une déclaration d'amour redoutée. Une chose qui ressort aussi plusieurs fois dans votre ouvrage, c'est la notion de liberté. Le dire pour être libre, c'est quelque chose d'important, on le sent aussi. Oui, parce que pendant des années, je me suis tue. Ça fait 5 ans que j'assume réellement. Et c'était une grande souffrance pour moi de me taire. Et le jour où mon père m'a dit qu'il était temps d'assumer et que c'était pas une honte, le jour où j'ai osé dire à quelqu'un que j'étais homosexuel, je me suis senti beaucoup mieux. Ouais, ça a été une libération, on se sent libre, vous le dites dans l'ouvrage. Des poésies aussi qui sont engagées, je voulais vous parler d'Humain, qui traite par exemple de l'action nocive de l'homme sur la planète. Le poète est-il forcément quelqu'un d'engagé, selon vous? Oui. Souvent les poètes ont fait passer des messages dans leur époque. D'autres ont profité de leur notoriété pour changer les choses. Donc un poète est forcément engagé. Alors, autre exemple de poésie engagée dans Regarde, qui fait référence à la France, c'est le manque aussi d'unité nationale trop récurrent dans le pays. Vous dites dans l'une des strophes, « Regarde, nous sommes comme une famille divisée, à force de se plaindre du manque d'équité, chacun s'abarque et prend son chemin et se demande ce que la famille sera demain ». Quel message vouliez-vous passer dans cette poésie? Plusieurs messages. Le fait que chacun se réfugie dans son propre parti, dans ses propres idées, et en même temps dit qu'il y en a marre des divisions, qu'il faut s'unir, mais personne ne fait réellement le pas de l'unité. Oui, qu'il faille finalement aussi des événements comme des attentats, par exemple en France, pour unir la population française. Puis un autre message aussi, sur la dernière partie, il se demande ce que demain sera la famille, surtout un clin d'œil sur le mariage pour tous, où le modèle moderne de la famille a été critiqué parce que c'est pas assez naturel et pas assez conventionnel, mais c'est pourtant ce qui unit le plus finalement. Beaucoup de messages dans cette ouvrage. J'ai une dernière question très rapidement. Quels sont maintenant les projets? C'est peut-être d'en écrire un deuxième opus de l'Anti-Prince des villes? Oui, écrire un autre livre, oui. J'ai pas encore l'idée précise de la forme que ça prendra, mais ce sera tout aussi engagé en tout cas. Eh bien, merci Tristan Sinot d'avoir été avec nous. Vous publiez, je le rappelle, chez Edilivre, L'Anti-Prince des villes, un recueil de poésie. C'est disponible en librairie et en version numérique. Plus d'infos sur votre blog qui s'affiche pour nos téléspectateurs.
Avant de refermer ce journal, ce soir, conseil communautaire à Saint-Quentin en Yvelines, première séance de rentrée, mais ce sera la dernière pour le président Michel Laugier. Élu sénateur, il doit quitter la tête de l'agglomération, contraint par la loi sur le non-cumul des mandats. Le nom du nouveau président sera connu courant octobre. Les élus se réunissent ce soir à partir de 19h30 au siège de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la fin de ce 7-8 journal. Replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'info locale sur TV78. Bonne soirée à tous.